Jonas Vingegaard, on lui a mis toutes les étoiles. Bien sûr, c'est le grand favori. Le deuxième favori, eh bien, on a mis Almeida et Ayuso avec 3 étoiles. Vous remarquerez qu'on n'a mis personne à 4 étoiles. On a voulu marquer une différence parce que Vingegaard nous semble un ton au-dessus de la concurrence. Derek G, Richard Carapaz, Egan Bernal, Giulio Ciccone, Félix Gall, Antonio Tiberi ont récolté 2 étoiles et Ben O'Connor, Hindley, Pidcock, Pellizzari, Landa, Gaudu et d'autres coureurs ont récolté une petite étoile. Est-ce qu'il vous va, Nicolas Fritsch, cette projection vous convient-elle? Ouais, moi j'aurais mis 4 étoiles quand même à Ayuso et Almeida. J'aurais pas fait un si grand écart entre les coureurs. Par contre, oui, l'ordre, ok. En 1, Vingegaard. En 2, les 2 autres. Et puis après, honnêtement, je pense qu'il y a quand même... Là, pour le coup, derrière, il y a un... À la limite, j'aurais mis 4 étoiles, 3 personnes, et après, je serais passé à 2, quoi. Donc ça veut dire que Vingegaard peut être embêté pour vous sur ce Tour d'Espagne? La petite inconnue Almeida quand même, mais sur le Tour de Suisse, c'était très fort. J'aurais aimé le voir sur le Tour de France. Peut-être titiller déjà Vingegaard. Après, ils ont l'avantage d'être 2. Donc ça peut peut-être jouer, même si c'est vrai qu'il y a pas mal d'arrivées au sommet et que finalement, il y a peu d'étapes où on peut se lancer dans de la tactique. Peut-être vers Bilbao, où ça peut être sympa. Mais j'espère en tout cas qu'ils ne seront pas trop loin du Danois et que la Vuelta ne sera pas pliée au bout de la première arrivée en Andorre ou démonstration de Vingegaard, 3 minutes d'avance et puis c'est bon. Parce que c'est vrai que si on a un Jonas Vingegaard dans la même condition physique que le Tour de France, Stéphane, on se dit que ça va être injouable. Intrinsèquement, il est injouable et moi, j'avais déjà l'impression que les derniers jours du Tour, il pensait déjà à la Vuelta. Ouais. Par exemple, sur les champs, il n'a pas fait la course alors qu'il était toujours dans la route Pogacar pendant 3 semaines. Et là, bizarrement, il a « moi, je fais tranquille ». À mon avis, il pensait déjà à ça. Et intrinsèquement, il est plus fort, mais après, à voir, la Vuelta, c'est pas le Tour de France, c'est beaucoup moins prévisible. Et il y a beaucoup plus de montées un peu bizarres, raides, d'enchaînements, d'étapes un peu spéciales, donc à voir. Ça peut convenir à Jonas Vingegaard, qui n'a encore jamais remporté le Tour d'Espagne. Il avait fait 2 en laissant gagner Sepp Kuss, quoi. Et en plus, il n'était pas forcément aussi fort que sur le Tour de France. Là, je pense qu'il sera plus fort qu'au Tour. Il a juste plus fort qu'au Tour, carrément. Ouais, parce qu'il a fait Algarve, Paris-Nice où il chute. Il reprend au Dauphiné, Tour de France. Il n'a pas couru entre. Pour moi, le Tour de France, il va même servir. C'était pas le but, hein. Mais la conséquence, c'est que je pense que ça lui aura servi de bonne prépa pour ce Tour d'Espagne. C'est un coureur qui a peu couru depuis 1 an et demi. Trop peu même, à mon goût. Mais en tout cas, il va être très fort, hein, certainement, sur cette Vuelta. Il aura Sepp Kuss encore, même s'il n'est pas aussi fort qu'à l'époque. Mais il y aura Jorgenson, enfin une belle équipe, comme d'habitude, hein, pour la Visma Lease Bike. La Visma Lease Bike qui a donc officialisé son équipe aujourd'hui. Jonas Vingegaard qui sera épaulé par Sepp Kuss, par Ben Tullet, par Dylan Van Baarle, Matteo Jorgensen tout de même, Wilco Kelderman, Victor Kampenaerts et le Français Axel Zinglet. C'est votre favori, Jonas Vingegaard, Stéphane? Si je prends pas de risque, oui. Si je prends un risque, je dirais Ciccone. Ciccone. Ouais, il a l'air en forme quand même. Moi, je le mets au niveau d'Ayuso Almeida. Ouais. Moi, je trouve qu'il est fort là depuis Saint-Sébastien et en plus, il a une bonne équipe avec Pedersen et grosse équipe avec lui. Et cette année, la Trek, il marche quand même vraiment bien. Donc, moi, j'y crois à Ciccone. Ciccone, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il pourra enfin, l'Italien, décrocher un top 10 sur un grand tour au classement général? Il ne l'a jamais fait, c'est quand même une anomalie. Ouais, pas de chance souvent, lui aussi, des circonstances défavorables, des chutes, etc. Ou des préparations pour le Giro, il était au top et puis il n'a pas pu participer. En tout cas, c'est un tour qui lui correspond vraiment bien. C'est vraiment un grimpeur puncher qui a aussi une petite pointe de vitesse, les bonifs, on ne sait jamais. C'est un vrai coursier qui n'hésite pas donc à faire la course. Donc moi aussi, je l'aime bien. C'est vrai qu'il a un collectif autour de lui. Ça compte beaucoup, les dynamiques. Et Lidl Trek, en ce moment, ça cartonne. Le leader emblématique, Mads Pedersen, sera là. On sait qu'il va l'aider. C'était ce qu'il aurait déjà dû faire par le passé. Donc oui, j'espère qu'il sera là. De toute façon, plus il y a de beau monde, plus il y a de concurrents et plus ça me plaît. Hein. Alors, Mads Pedersen, c'était incroyable sur le Tour du Danemark. Donc ouais, j'espère que Ciccone sera dans le coup. Mais honnêtement, s'il fait un fond de top 10, je serais déçu même. Ouais. Je l'attends quand même mieux. Top 5. Ouais, top 5, 1 ou 2 étapes, parce qu'il a ce côté punchy pour aller gagner. Donc, ouais, j'attends mieux qu'un fond de top 10. Ouais. On va rentrer dans la dernière partie de la saison cycliste, avec la Volta qui va donc débuter samedi à Turin, et dont le favori est Jonas Vingegaard.
Mais moi, en l'occurrence, j'attends surtout de voir ce que va faire Vingegaard après la Vuelta, dans un domaine qui n'est pas le sien, les courses d'un jour, et donc notamment sur le championnat du monde, et je l'espère aussi, le Tour de Lombardie. Alors pourquoi ça m'intéresse? Pour 2 raisons. Déjà parce que ce qu'on aime, en tout cas ce que j'aime, c'est quand même la confrontation, à minima un duel. On a ce duel grâce à Mathieu Van Der Poel sur le Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. On ne l'a plus après sur le Tour de Lombardie, ni sur Liège-Bastogne-Liège, mais sur le Tour de Lombardie, c'est flagrant. Il est le quadruple tenant du titre. Pogacar, j'espère que Remco Evenepoel sera dans le match, que ce soit à Kigali au championnat du monde et également en Lombardie. Donc, mais le plus fort sur les courses difficiles où il y a du dénivelé, le principal rival en tout cas de Pogacar, c'est Vingegaard. Donc j'ai hâte de revoir ces images-là, non pas sur des courses à étapes d'une semaine ou des grands tours, mais sur des courses d'un jour. Mais le point numéro 2 qui m'intéresse, c'est l'inexpérience du Danois sur les courses d'un jour. Donc on va resituer le contexte. En 2020, 21, 22, il a participé à chaque fois à Liège et au Tour de Lombardie, mais on le voit avec des résultats anecdotiques, 14e et 16e du Tour de Lombardie, mais en ne pesant vraiment pas sur la course. Depuis donc en 2023, 24, 25, il n'a participé qu'à une course d'un jour en 3 ans. C'est la Classica San Sebastian, entre sa 2e place sur le Tour de France et sa victoire sur le Tour de Pologne. Donc il était costaud à cette époque-là, et qu'est-ce qu'il a fait? Abandon. Voilà, donc les courses d'un jour, on le voit, c'est pas vraiment son truc. Mais j'ai quand même un petit motif d'encouragement, c'est qu'il en a gagné une. Alors, il faut remonter à 2022 et la Drôme classique. Donc il est quand même capable d'être le plus fort de la course sur une journée. Ce n'est pas un coureur par étape à l'ancienne, comme j'ai pu connaître, qui vraiment montait en puissance au fil des jours. Des vrais coureurs par étape de 3 semaines, comme Carlos Sastre, par exemple. Il est capable d'être bon sur une journée. La preuve en est, l'an passé, dans les rues de Bologne, dans San Luca, il a été capable de suivre quand même Pogacar, qui excelle évidemment dans ce domaine de puncher. Alors, c'était la 2e étape, certes, mais bon, dans un quand même relatif état de fraîcheur. Et l'année d'avant, au Pays Basque, donc c'était vraiment la première étape, et là aussi, il avait été capable, il y avait même une grosse bagarre entre lui et Pogacar. Après, c'est Victor Lafay. Non, Victor Lafay, pardon, c'était le lendemain, je m'emballe. Mais en tout cas, au Pays Basque, il avait été capable sur la première étape d'être aussi fort que Pogacar. C'est ce qui me laisse à penser qu'il est capable de le faire à Kigali, et j'espère encore au Lombardie, on ne le sait pas, en notant quand même que Vingegaard n'a participé à aucun championnat du monde depuis qu'il est professionnel. Une seule fois, c'était en 2018, il était espoir. Il n'a même pas participé ni au JO de Tokyo, ni au JO de Paris l'an passé. Donc il y a quand même une part d'inconnu pour lui. En tout cas, je compte sur lui. J'ai pas envie de voir, comme l'an passé, des numéros en solo de Pogacar, que ce soit au championnat du monde ou au Lombardie. Nicolas Fridge qui compte sur Jonas Vingegaard pour nous apporter cette petite curiosité dans la fin de saison, cette petite interrogation. Va-t-il participer ou non à ce championnat du monde, Jonas Vingegaard? Ça serait bien pour le duel avec Pogacar, mais également pour sa carrière. C'est vrai qu'on le regrette forcément à Jonas Vingegaard de ne pas le voir sur des courses d'un jour. Si, ce serait bien, mais moi, j'y crois pas. Ah ouais? Non, pas du tout. Au duel, j'y crois pas une seconde. Il va se faire défoncer. Par Pogacar? Bah oui. Sur une course d'un jour classique comme ça, il n'y a même pas match. Même sur la difficulté du fameux Mont Kigali? Mais c'est 250 km, ça reste un championnat du monde, ça va pas. C'est une course d'un jour, pour moi, c'est pas une première étape d'une course à étape. Une course d'un jour, c'est encore différent. En quoi? Bah, c'est différent dans la préparation, dans la façon de courir, dans la longueur. Il n'y a jamais des premières étapes d'un grand tour qui font 6 heures, voire 7 heures de course. C'est pas pareil. Quand même, il fait partie des meilleurs mondiaux. On le voit dès que la route s'élève, c'est le seul en ce moment à pouvoir rivaliser avec un Tadej Pogacar. S'il se prépare pour ces courses d'un jour, est-ce qu'il pourrait être talentueux dans ce domaine, Nico? Bah, c'est ce que j'aimerais voir, parce que c'est vrai que c'est caricatural. Une course d'un jour en 3 ans. Avant, il a jamais participé au championnat du monde, ni aux Jeux Olympiques. C'est vrai, je suis d'accord avec Stéphane, hein, je ne compare pas une étape de 180 bornes et une classique de 260 bornes ou 280 bornes très longue et tout. Mais c'est mon petit motif d'espoir pour me dire ce que j'ai connu. Je pense toi aussi, des coureurs qui vraiment avaient besoin de jours de course pour performer. Ils étaient incapables d'être bons sur un jour J. Je me dis qu'il est capable. Après, est-ce qu'il y arrivera? J'en sais rien, mais j'espère qu'il y aura un match, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Je compte sur Remco aussi, évidemment, qui, lui, pour le coup, a fait ses preuves sur les courses d'un jour quand même et sur les longues distances. C'est tellement caricatural que j'aimerais quand même que Vingegaard arrive à être fort comme ça sur une course, sur une classique ou sur un championnat du monde.
Donc Stéphane, vous ne mettez pas une pièce sur Jonas Non. Vingegaard, champion du monde. Je mets tout mon argent sur Pogacar. Tu ne prends pas beaucoup de risques. Non, mais là, cette année, il est imbattable. Injouable.